Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés comme chaque semaine Gauthier Jurgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur du concept de Original. Et aujourd'hui j'ai même envie de dire que vu le sommaire, est-ce que ce serait pas notre Gaulois rebelle préféré ? Ah, on va essayer de donner des bonnes grosses baffes au Romain. Et vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Astérix et Obélix, le combat des chefs, une série animée Netflix signée Alain Chabat. Et notre rubrique Ne cherchez plus, avec toujours une reco de Gauthier. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Gauthier ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui s'appelle Présumé innocent, qui est disponible sur Apple TV+. C'était déjà un film de Alan J. Pakula avec Harrison Ford dans le premier rôle en 1990. Mais là, on l'a adapté en série avec Jake Gyllenhaal dans le premier rôle. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme en partenariat avec Cinématiseur, disponible sur toutes les plateformes de podcast. On commence donc avec Astérix et Obélix, le combat des chefs. Alors je vais te le faire un petit peu de manière traditionnelle, évidemment. Bien sûr. En 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée. Toutes ? Non. Un petit village gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ça, c'est du poisson-chat, ça. Non, pardon, c'est une dorade, autant pour moi. Mais ordre alphabétique, t'es sûr qu'ils sont frais, tes poissons, là ? Tu plaisantes. Je les ai ramassés sur la plage la semaine dernière, j'ai respecté la chaîne du tiède. Ah non, tu peux y aller les yeux fermés. Il y a beaucoup de mouches, quand même. Ah non, mais ça, je te les compte pas. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toutes ? Bah non. Un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Non, mais Metadata, ça va pas, non ? On va pas dire ça à César. Tu veux qu'il nous jette au lion ou quoi ? Ave César, pour ton triomphe, nous avons pensé à une mosaïque. Je vous ai demandé une idée forte pour célébrer mon triomphe et vous revenez avec une mosaïque. C'est quoi cette idée en l'argile ? Oh César, tu as sûrement déjà entendu parler du combat des chefs ? Astérix et Obélix, le combat des chefs, donc c'est la nouvelle série d'animation de Netflix en 5 épisodes, signée Alain Chabat, Benoît Houillon et Pierre-Alain Bloch, et par le studio TAT, un studio toulousain. Et du coup, avant toute chose, Gauthier, j'ai vraiment envie de te demander, c'est quoi ton rapport à Astérix et Obélix, que ce soit les BD, les films d'animation, les films en général ? Alors, il y a mon rapport à moi et il y a le rapport de tout Français à Astérix et Obélix. Je pense que le rapport de tout Français doit être un rapport un petit peu doudou, parce que Astérix et Obélix, finalement, dans notre culture, dans notre petite tradition française à nous, c'est un peu comme Mickey Mouse, quoi. D'ailleurs, à mon sens, il y a une raison pour laquelle il y a un parc d'attractions dédié à Disney et un autre dédié à Astérix, quoi. Pour moi, c'est le même niveau de culte. Alors où est-ce que tu mets Walibi là-dessus ? C'est une bonne question. Je pense qu'on en discutera en antenne. on va se décider là-dessus. Mais je pense que pour nous, Français, on a le même degré d'affection que les Américains ont pour Disney. Voilà. Et ensuite, pour moi, j'ai vraiment aimé, dans mon enfance, lire les bandes dessinées. J'ai bien aimé regarder certains dessins animés, même si je sais qu'ils sont très, très cultes pour certaines personnes. Moi, je les connais moins. J'ai vu Astérix et Cléopâtre. Je crois avoir vu Astérix et les Vikings, même si j'en ai pas énormément de souvenirs. Mais enfin, j'entends la voix de Roger Carrel qui double Astérix et tout, donc oui, ça, bien sûr. Mais c'est avant tout, je dois dire, les bandes dessinées parce qu'il y a vraiment, enfin, il y a des trouvailles d'une drôlerie dans les bandes dessinées que je pourrais vous citer à l'infini, quoi. Et puis, c'est vrai que quand ça a commencé à être adapté au cinéma, ça a commencé à m'intéresser aussi de voir comment on pouvait adapter en chair et en os, quoi, en prise de vue réelle, Astérix. Pourquoi c'était très réussi quand c'était Alain Chabat et très raté quand c'était Thomas Langman et tout ça. Les deux films animés d'Alexandre Astier m'ont intéressé aussi, mais je dois dire que Alain Chabat, il a un peu fait l'unanimité quand même quand il a fait Mission Cléopâtre. D'ailleurs, ça va avec 14 millions d'entrées. Donc 14 millions d'entrées, c'est tellement rare, si tu veux, dans le box-office, qu'une fois que tu réussis des prouesses pareilles, tu deviens culte et légendaire pour toute une génération de Français, en fait. Donc là, voir Alain Chabat se remettre
à ce matériau d'Astérix, je trouve ça très réconfortant, d'autant que Alain Chabat, c'est peut-être une facette moins célèbre de lui, mais il a un côté fou amoureux de l'animation. Et de la BD en général. Et voilà, et c'était d'ailleurs lui qui avait adapté le Marsupilami aussi sur grand écran. Voilà. Donc c'est un projet, ce combat des chefs, que je vois d'un bon œil sous tous les angles. Mais moi de mon côté c'est un peu la même, hein. Je suis issu d'une famille quand même pour qui Goscinny c'est vraiment quelqu'un. Et du coup, tous les albums de bande dessinée d'Astérix, ils sont chez mes parents. Je les ai d'époque, avec tout ce que ça peut représenter de un peu abîmé par le temps. T'as tout lu ou pas ? J'ai lu tout ce qu'a fait Goscinny. J'ai les 4-5 derniers qui ont suivi quand Uderzo les refaisait. Ouais. Et par contre, sur les tout récents, j'ai des trous. Ouais. Alors moi, je dois reconnaître que j'ai pas tout lu. J'ai lu de manière un peu anarchique, donc je sais pas du tout si j'ai, enfin, je sais pas lesquels me manquent. Et du coup, après, il y a les films d'animation, t'en parlais, avec la voix de Roger Carrel et de Pierre Tornade dans Obélix, qui moi c'était vraiment la voix d'Obélix qui a fait ma jeunesse. Et j'ai ce rapport avec 2 films particulièrement, Les Bretons. Astérix et les Bretons, avec du rugby, tout ça, machin. Ouais. Et surtout, les 12 travaux d'Astérix, qui est une aventure inédite, qui n'existe pas en bande dessinée, et qui est pour moi culte, mais à un niveau au même niveau que mes grands films d'animation. Ça fait partie des grands trucs où une simple réplique peut me faire hurler de rire, alors que ça n'a rien à voir avec le sujet dont on parle aujourd'hui. Mais revenons au présent. Le combat des chefs, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'adaptation de 2 albums. C'est le combat des chefs, évidemment, mais aussi quelques petites adjonctions. Le coup du menhir. Le coup du menhir, tout à fait. Donc, on l'a dit, Alain Chabat. Avec des petits accents de la Serpe d'Or ici et là. Il y a pas mal de récupération. Il y a des petits clins d'œil. Hein. Et de la modernisation bien aussi. On va en parler. Déjà, ton ressenti global sur cette série, donc en 5 épisodes, on le rappelle. Alors, je vais pas dire ça souvent, surtout dans cette émission, mais c'est un peu trop court, quoi. C'est un peu court, hein. Ouais, 5 épisodes, c'est dommage. Alors, après, il s'agit d'Alain Chabat, et puis quand on voit tout le casting vocal, on se dit que tout ça doit coûter très cher et qu'ils ont peut-être pas que ça à faire de leur vie. Mais ouais, 5 épisodes, j'ai dévoré ça très très vite, et je dirais que je suis presque un peu resté sur ma faim. C'est comme un grand film, au fait. Hein. C'est comme un film d'animation Astérix qui durerait, je sais pas, 2h20, un truc comme ça, quoi. Au final, ouais, voilà, c'est comme un film qui dure un peu longtemps et qui est découpé en plusieurs parties. Moi, j'ai beaucoup aimé au début. Ouais. Et dès qu'on s'éloigne un petit peu de l'adaptation réelle et qu'on prend des libertés, ils m'ont un peu perdu sur le truc. Ça n'empêche pas que les ressorts humoristiques sont toujours là et que, justement, cette capacité qu'a Alain Chabat de reprendre l'esprit de Goscinny et en le modernisant est quand même très réussi. Mais dans la trame générale, c'est comme le deuxième film dont tu parlais d'Alexandre Astier, je le trouve moins réussi que le premier qui adaptait vraiment une des BD originales. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En même temps, en termes d'animation, visuellement, il y a 2-3 libertés qui ont été prises par rapport aux bandes dessinées que j'ai trouvé très réussies. Notamment l'effet potion magique. Ah oui, c'est joli. Hein. C'est très très beau ce truc-là, que la potion magique, on sait qu'elle est réussie, on sait que la recette est valide, parce qu'elle commence à avoir un côté rouge, vert, bleu. Comme si les trames des cellulos sur lesquels serait fait de l'animation traditionnelle se superposaient, se mélangeaient. Exactement, ouais. Et moi, ça m'a rappelé un peu la modernité visuelle, parfois, du Spider-Man. Un peu, oui. Into the Spider-Verse. Tout à fait, ouais. Oui, dont Alain Chabat est très fan. Et je crois qu'il s'est inspiré de ça, d'ailleurs. Je crois que c'est assumé, quoi. Toute cette capacité de faire intervenir des grandes lettres dans un décor très coloré qui sort des couleurs qui essayent d'être réalistes et des lettres qui foncent dans le tas pour faire voler, valdinguer des personnages. On est dans ce que fait la bande dessinée avec justement ces bulles qui sortent du cadre et tout ça. Et je trouve que ça, pour le coup, on l'avait pas trop vu dans l'animation française et ça marche très très bien. Ouais, ça cartonne pas mal. Il y a des décisions que je trouve étranges parce qu'il y a une distribution vocale qui est telle que il me semble que c'est Thierry Lhermitte qui fait Panoramix, Alain Chabat qui fait Astérix. Obélix est toujours repris par Gilles Lelouch. Et alors c'est marrant parce que quand on voyait Obélix joué par Gérard Depardieu, on se disait il sera irremplaçable au fait, Gérard Depardieu en Obélix. Et quand c'est Gilles Lelouch qui l'avait récupéré dans le dernier film, je me suis dit il y a
peut-être lui, il peut le faire. Et effectivement, qu'il revienne au casting vocal de cette série, ça le valide un petit peu, ça l'adoube un petit peu comme nouvelle Obélix officielle. On rappelle aussi Anaïs de Moustier, Laurent Lafitte, Thierry Lhermitte, tu l'as dit, Géraldine Nakache, Jean-Pascal Zadi, Grégoire Ludig et Alexandre Astier, David Marseille, Jérôme Commandeur, Fred Testo, Jeanne Balibar et Grégory Gadebois. C'est des acteurs et des actrices confirmés. Ouais, voilà, il y a une sorte de distribution all-star, mais du coup, on ne peut pas vraiment se consacrer longtemps aux uns et aux autres. Et par exemple, Alexandre Astier, qui avait quand même récupéré la franchise Astérix sur 2 films d'animation assez réussis, je trouve ça un peu cruel de lui filer le rôle de Ordre Alphabetix. Donc le poissonnier du village. Le poissonnier du village qui n'est même pas un des personnages qui fait avancer la trame narrative de cette série. Donc il y a comme ça. Je vois bien que Alain Chabat a voulu lui donner un petit rôle et puis lui faire un clin d'œil et lui dire bah toi aussi, je sais que tu aimes manipuler la saga Astérix, mais là le rôle est un peu petit quoi. Moi sur le coup, je trouve qu'il y a des parmi ce casting XXL, on l'a dit. Hein, ouais. Il y a des trucs qui fonctionnent très bien et d'autres un peu moins. Et j'ai toujours cette façon de me questionner entre les comédiens de doublage dont c'est le métier, qui ont l'habitude de l'exercice, et des stars qui viennent juste pour une fois. Est-ce que des fois, il ne faut pas laisser un peu un mélange des jeux ? Enfin, voilà, j'ai une réflexion autour de ça toujours. Je suis d'accord avec toi. Enfin, je te comprends. Effectivement, quand c'est des grands comédiens qui font la plupart des voix, on a un petit peu envie de se dire bah alors pourquoi il existe un métier de doubleur et j'imagine que je prendrais une énorme baffe par un doubleur si j'entendais dire ça. C'est un métier qui est un peu en difficulté avec l'IA, etc. Ils sont, donc voilà, je voulais rappeler que c'est un peu dommage que tous les rôles soient tenus par tous des stars. Ouais. D'autant plus que, tu vois, dans le cas de Thierry Lhermitte et de Panoramix, moi je trouve que j'ai trop la voix de Thierry Lhermitte et jamais Panoramix en tête parce qu'il a une voix qui, dans ma façon de le recevoir, est trop jeune. Oui, je vois ce que tu veux dire, d'autant que Thierry Lhermitte, on le reconnaît. Hein, oui, c'est ça. Il a vraiment une voix très très reconnaissable. Alors moi, je trouve ça ambivalent parce que je trouve que à la fois, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est Thierry Lhermitte, et en même temps, je me suis vite dit, qu'est-ce qu'il joue bien Thierry Lhermitte, quoi. Enfin, il a une voix effectivement qui est très reconnaissable, mais qui est très riche pour réciter certains dialogues et tout ça. Et puis en plus, comme Panoramix passe la moitié de cette série, voire les 3/4 de cette série, à être complètement dingo et tout ça, avec Jeanne Balibar d'ailleurs, les 2 personnages pètent un câble et deviennent des espèces de grands enfants. Comme dans le film Le Coup du Menhir. Oui, comme dans Le Coup du Menhir. Ouais. Il y a quelque chose que je trouve assez pertinent là-dedans. Ouais. Comment tu trouves justement les libertés qui ont été prises par Alain Chabat et ses équipes autour du scénario global ? Il y a un moment, il y a un vrai, il y a un moment en fait où on arrête de suivre l'adaptation page par page, on va dire, et tout d'un coup ça part ailleurs. Ça suit la trame générale, mais ça amène de nouvelles choses. Comment tu reçois tout ça, toi ? Je vois bien que dans les errements un petit peu de Alain Chabat, surtout quand il reste sur un programme très très familial comme ça, parfois ça donne rien. Mais quand ça donne rien, j'ai tendance un peu à l'oublier tout de suite. Alors que quand ça fait mouche, je trouve que ça fait super mouche. Par exemple, le parc d'attractions qu'ils construisent autour du combat des chefs. Donc il y aura le combat des chefs, ça sera un petit peu l'événement final de cette saison de 5 épisodes. Donc les chefs de 2 villages gaulois vont s'affronter. Mais autour du combat des chefs, on construit tout un parc d'attractions qui est en bois. En bois. Et alors du coup, on se dit c'est méta parc Astérix. Et en fait non, c'est mieux ça. C'est Astérix, c'est Astérix qui fait un Disneyland. Et il y a même un It's a Small World là-dedans. L'attraction absolue. Voilà. Où il y a une espèce de chanson. Et la chanson, c'est pas du tout It's a Small World. La chanson, c'est ici, c'est Rome, vous êtes tous romains, respectez nos lois, sinon on va vous taper dessus. Il y a un discours social, culturel derrière ça, quand même. Et ils sont tous dans la barque en train de se dire ah, elle est épouvantable cette chanson, elle va me rester dans la tête, c'est trop relou. Oui, parce que c'est sur une barque malgré tout. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et donc, il y a des montagnes russes, il y a des barbes à papa, tout ce que. Enfin, voilà, c'est des anachronismes, mais voulus et gérés. Mais c'est ce que faisaient déjà Goscinny et Uderzo à l'époque. Ce genre de réinterprétation. Oui. Oui, puis il y a le personnage de Anaïs de Moustier qui s'appelle. Metadata. Metadata, exactement.
Et évidemment, Jules César, il arrête pas de se gourer, de l'appeler Wikipédia et tout ça. Tout ça est marrant, c'est bien. Hein. C'est bien. Puis il y a aussi un Gaulois à qui on donne un nouveau nom romain pour qu'il oublie son identité gauloise. Et comment ça marche déjà ? C'est la pacification romaine, Ouais. où il y a des villages qui sont dans l'esprit gallo-romain. C'est une opposition à nos irréductibles qui, eux, veulent rester gaulois avec tout ce que ça peut représenter. Et donc les Gaulois, ils ont les noms en X, Ouais. alors que les autres, ils ont les noms en Us. C'est ça, et il s'appelle 10 millions de vues. C'est son nom romanisé, c'est 10 millions de vues. Et à la fin, il fait non, moi, mon vrai nom, c'est 10 millions de clics. Et Il y a plusieurs truques comme ça. Où j'ai trouvé ça très bon aussi. Il y a des très bons jeux de mots, mais ça, on l'avait déjà vu à l'époque de Mission Cléopâtre. Oui, bien sûr. On le savait sur Itinéris et tout ça, mais maintenant, on a pris 25 ans de plus. Donc, Ouais. il y a 25 ans de nouvelle pop culture à remâcher. Et Alain Chabat, il m'étonne parce qu'Alain Chabat, il doit avoir entre 60 et 70 ans maintenant, j'imagine. Et il parle toujours comme un jeune, quoi. Il se renseigne vachement. Il n'est jamais paumé. Il n'y a jamais de fracture numérique avec lui. Il est jamais. Toujours très juste. Ouais. Il est toujours moderne, quoi. C'est étonnant. Et j'avais une question aussi là, sur laquelle je voulais rebondir, c'est sans la spoiler, l'intro du film est quand même un écho de quelques dessins d'Uderzo qui étaient dans l'album Le Coup du Menhir avant que ce soit un film. Et je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité là-dedans, même si ça réécrit un peu l'histoire. Oui. Et j'étais très surpris et très content de voir que ça n'avait pas été spoilé. Cette intro qui nous amène quelque part dans un endroit qu'on n'a jamais vu. Ouais, absolument. Ouais. Bah, c'est là que tu vois que Alain Chabat est à la fois un adaptateur libre, puisqu'il fait plein de trucs sur les clins d'œil à Internet aujourd'hui et tout ça, mais quand même un adaptateur hyper amoureux du matériau de base, enfin, et qui réfléchit énormément autour de ça et tout. Mais rien n'est posé de manière à faire un gag ou à se moquer de quelqu'un. On prend par exemple le personnage de la maman de César, qui est joué par Jérôme Commandeur, une maman acariâtre, abominable, etc. Mais en fait, il y a un retournement, encore une fois. Hyper charmant à la fin. Ouais. Et voilà, et tout est comme ça. C'est-à-dire que voilà, il y a des gags récurrents. Moi, tu parles que le gladiateur qui commente le combat des chefs comme si c'était un match de rugby dans la grande époque des Albala des Jo et de tout ça. C'est un truc qui me parle. C'est les années 80 qui résonnent avec tout ce que ça peut représenter d'ambiguïté aujourd'hui avec un regard récent. Bien sûr. Est-ce que tu penses qu'il y aura une suite à ce truc-là ? Est-ce qu'ils vont remettre le couvert ? Est-ce que... Je sais pas, je suis vraiment frustré parce que j'ai trouvé ça trop court, en fait. Alors, je sais pas. Je l'ai attendu trop longtemps, c'est très bien. Et on a parlé de quelques petits égarements, mais on les excuse hyper vite. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a certaines choses qu'on aurait aimé peut-être un peu différentes, mais on est dans le cadre d'une adaptation et il faut savoir parler à un public évidemment beaucoup plus pluriel. Donc, c'est des regrets personnels qui, quand on les pose sur l'aune de la globalité, sont anecdotiques. Ouais, c'est ça. Et au contraire, sont modernes en soi. Ouais. Du coup, est-ce que... Enfin, moi, je lance un appel à Alain Chabat et à toute cette équipe. Faites-en plus, au fait. C'est trop court. C'est passé trop vite, tout ça, quoi. Alors, le problème, c'est ça. C'est que Alain Chabat n'est jamais revenu à un truc qu'il avait déjà fait. Donc, c'est peu probable qu'on ait un écho. Mais s'il devait y avoir un écho, de tous les albums historiques d'Astérix, tirez vers où, toi, si tu devais faire une adaptation comme ça, ou si tu aimerais voir laquelle ? Il y en a un que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'Odyssée d'Astérix. Où ils partent en Israël, au fait. Moi, ce serait Le Grand Fossé. Oui, il est bien, Le Grand Fossé aussi. Surtout qu'aujourd'hui, on pourrait en faire vraiment quelque chose, vu comment la société est devenue clivée. C'est celui qui est un Roméo et Juliette avec ces deux villages, il y a un fossé entre. Il y a un fossé entre. Ouais. Et il est bien, celui-là aussi. Ouais, c'est quelque chose qui est assez sympathique. Il y a des personnages vraiment de méchants affreux à jouer en plus. Je pense que ça peut être je m'en souviens assez bien. Jubilatoire. Voilà, donc ça s'appelle Astérix et Obélix, le combat des chefs. C'est disponible sur Netflix. 5 épisodes d'une grosse demi-heure chacun à peu près. Et c'est largement conseillé par Originals. Ah bah bien sûr, sans modération. À voir et à revoir. Merci Gauthier. Donc c'est dispo depuis le 30 avril. Je te propose de laisser maintenant nos irréductibles Gaulois pour une série Apple TV+, avec Jack Gyllenhaal. C'est la chronique Ne cherchez plus de Gauthier. D'abord un roman, puis un film avec Harrison Ford, tu l'as dit en ouverture, Présumé innocent, qui est donc aussi maintenant une série télé à découvrir sur Apple TV. Oui, c'est quelque chose d'un petit peu haletant parce que ça raconte l'histoire d'un procureur à Chicago
qui est donc habitué à attaquer les gens pour meurtre ou pour tout ce qui est pénal, et qui se retrouve lui-même accusé de le meurtre d'une collègue qui était aussi son amante. Je veux seulement m'assurer que toutes mes informations sont exactes. Mettons-nous au travail. Tu savais que Caroline était morte? Dis-moi quand t'es allé chez elle pour la dernière fois. On travaillait ensemble sur des dossiers. Il nous arrivait de bosser tard le soir et parfois on allait chez elle. Il y avait tes empreintes dans la chambre. Est-ce que Caroline et toi aviez des relations intimes? Est-ce que je suis suspect? Parce que je l'ai pas tué. Et justement, cette double vie-là, ça fait partie vraiment le cœur de la meule. Ouais. Dans Présumé innocent, il y a quelque chose aussi de très très bizarre. C'est que Jake Gyllenhaal, qui est donc le premier rôle de cette série, son personnage, tout l'accable. Il y a assez peu de doute sur le fait que c'est lui qui a fait le coup, quoi. Le seul truc, c'est que, donc, comme le nom l'indique, il est présumé innocent. Et puis lui, il a l'air hyper sincère dans sa démarche de dire non, mais il n'y a rien à faire, c'est pas moi. C'est pas moi et on va arriver à le démontrer. Donc, il prend un premier avocat et puis il se retrouve. En plus, il y a quelque chose d'un petit peu politique là-dedans, c'est qu'il se retrouve opposé à des gens qui sont donc dans le siège du procureur, dans son siège habituel, et qui sont ses ennemis professionnels habituels. Politique. Voilà, ouais. exactement. Donc il y a peut-être aussi l'ombre d'un complot qui plane sur tout ça. Est-ce qu'on n'a pas voulu l'écarter à tout prix Donc pour Alan J. Pakula, c'était génial d'avoir ce matériau-là parce que c'était parfait pour son petit cinéma paranoïaque. Et puis à l'époque, Harrison Ford avait pile le bon âge pour jouer ce rôle-là. Et le voir se développer en série, ce livre, ça donne autre chose. Ça donne un côté un petit peu feuilletonnant, d'épisode en épisode, de cette trame juridique et de ses rebondissements, justement. Donc on va beaucoup plus jouer la montre, mais on va pas jouer la montre de manière inutile, on va jouer la montre pour introduire un nouvel indice qui jette une nouvelle lumière sur toute cette affaire, ou parler d'un nouveau personnage qui n'était pas encore arrivé à la barre et tout ça. Et donc, tout notre regard d'épisode en épisode change sur est-ce que c'est Jake Gyllenhaal qui a fait le coup ou pas. En plus de ça, il donne la réplique à des acteurs hyper méga compétents, puisque l'un de ses rivaux principaux, c'est Peter Skarsgård, qui est a priori un cousin éloigné à Jake Gyllenhaal dans la vraie vie. Ah oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Ouais. En préparant l'émission. Sa femme est interprétée par Ruth Negga. Je sais que sa collègue qui l'a tuée est une actrice norvégienne qui avait eu le prix d'interprétation à Cannes il y a quelques années, qui s'appelle Renate Reinsve. Exactement, voilà. Donc c'est une série qui en plus est servie par des comédiens impeccables, quoi. Donc si vous aimez peut-être déjà le côté true crime, même si c'est pas un true crime, mais c'est une reconstitution d'un crime qui a eu lieu, plus une série juridique un petit peu haletante, avec plein de rebondissements de scénario. Est-ce que c'est une série un peu de procès? Ah oui, complètement. C'est complètement ça. C'est comme jury numéro 2 de Clint Eastwood. C'est ça. Le procès, il doit commencer soit à la fin du premier épisode, soit au début du deuxième, et puis il se termine à la fin de la série. Okay. Donc on est vraiment dans ce genre-là. Et puis c'est un procès, donc avec tous ces nombreux rebondissements, peut-être l'ombre d'un complot qui se trame derrière. Tout ça, c'est assez chouette. C'est disponible depuis juin 2024 sur Apple TV+. C'est en 8 épisodes et ça s'appelle Présumé innocent. Merci beaucoup, Gauthier. Merci à toi. On passe tout de suite à l'agenda des sorties du 28 avril au 4 mai. Et cette semaine, ça commence depuis mercredi. Vous avez dispo sur Netflix une série qui s'appelle L'Éternote. Alors, c'est une série de science-fiction argentine qui est très attendue. Elle est disponible donc depuis le 30 avril. C'est adapté du roman graphique culte de Héctor Germán Oesterheld et de Francisco Solano Lopez, publié entre 57 et 59.
Et donc, c'est une œuvre qui est considérée comme la pierre angulaire de la science-fiction latino-américaine. C'est un petit peu le 2 millions Odyssée de l'espace sud-américain. Donc, ça s'appelle L'Eternaute. Et alors, Gauthier, tu vas me dire, mais voyons, Romain, de quoi ça parle ? Ben oui, parce que Dos Mil y Uno, la Odissea de l'Espacio. Alors, en 6 épisodes, qu'est-ce qu'on a ? On a une nuit d'été à Buenos Aires, une mystérieuse chute de neige toxique qui provoque la mort de millions de personnes. Juan Salvo et un groupe de survivants se retrouvent confrontés à une menace extraterrestre invisible qui contrôle cette tempête mortelle. Et pour survivre, ils vont devoir s'unifier et lutter ensemble contre cette force inconnue. D'accord, ça a l'air très très bien. Voilà, donc c'est disponible sur Netflix depuis mercredi dernier. Depuis jeudi, vous avez un programme que je trouve un petit peu alléchant. Ça s'appelle Les 4 saisons. Et ça a été... c'est une série en 8 épisodes, toujours sur Netflix. Et du coup, c'est une comédie dramatique américaine qui est créée par Tina Fey. Qu'on connaît largement. C'est aussi de Lang Fisher et de Tracy Wigfield. Et donc, c'est une mini-série. Donc, il n'y aura pas de suite, a priori. Ceux qui n'aiment pas avoir 4, 5, 6 saisons. Et pourquoi est-ce que moi, ça m'intéresse ? Parce qu'au casting, on retrouve Steve Carell, Coleman Domingo, Will Forte, Kerry Kane Silver, etc., etc. Donc, on a quand même quelques-uns des acteurs les plus bankables de l'humour, un peu papier à gratter américain. Poil à gratter. Et des nouveaux talents en pleine émergence comme Coleman Domingo. Alors, l'histoire, évidemment. Eh bien, chaque saison, figure-toi que 3 couples d'amis se retrouvent pour des vacances communes. Et cette année, l'harmonie du groupe est perturbée parce que Nick, qui est joué par Steve Carell, annonce son divorce avec sa femme Anne. Et il présente sa nouvelle compagne qui est beaucoup plus jeune. Et à partir de là, il y a un énorme déséquilibre. Et cette révélation provoque des tensions et remet en question toutes les relations de chacun, explorant la complexité des amitiés et des mariages de longue date, etc. etc. C'est un film de cadra. Complètement. Mais avec ce soupçon d'humour et de pince sans rire qu'il peut y avoir dans la comédie américaine parfois. Oui, ça a l'air cringe mais marrant. Exactement. Ça s'appelle Les 4 saisons et c'est disponible donc sur Netflix. Très bien. Dans un tout autre registre, si vous êtes fan notamment de comédie sentimentale, Anna Kendrick et Blake Lively vous retrouvent en exclu sur Prime Video pour L'Ombre d'Emily 2. On a vu L'Ombre d'Emily qui était sorti au cinéma. Il me semblait, oui. Il y a quelques années. Et là, c'est L'Ombre d'Emily 2 qui est donc une exclue sur Prime Video. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, écoute, après les événements du premier opus, Stéphanie et Émilie, 2 amies, se retrouvent sur l'île enchanteresse de Capri en Italie pour le mariage d'Émilie avec un riche homme d'affaires italien. Cependant, derrière les festivités glamour se cachent meurtres et trahisons, transformant cette célébration en un événement rempli de rebondissements inattendus. Alors, je suis en train de me rendre compte que, bien sûr, tout le monde se rappelle de L'Ombre d'Emily. Voilà, on l'a tous bien en tête, quoi. C'est dispo depuis jeudi sur Prime Video. Dans un autre registre, encore une fois, une production française et, je dirais même, la seule série française en compétition à Cannes Série. Ah ouais. C'est sur Max, disponible depuis aujourd'hui, 2 mai. Ça s'appelle Malditos. Est-ce que tu as entendu parler de Malditos ? Je suis pas sûr, mais Pas en plus même que temps, ça. parfois quand je t'entends parler des trucs, je fais « Ah oui !» Figure-toi que c'est un thriller qui nous plonge dans l'univers si particulier de la communauté gitane, entre tradition ancestrale, secrets inavouables et lutte de pouvoir, cette fois aux accents shakespeariens, avec des conflits familiaux, le poids du destin et des dilemmes moraux. Un petit pitch ? Oui. Un petit synopsis ? En Camargue, la chef d'une communauté gitane et ses 2 fils luttent pour sauver leur clan menacé d'expulsion par la montée des eaux. Pour survivre, ils devront franchir les limites de la légalité et se battre au sein d'un univers sombre et dangereux, tout en dissimulant l'inavouable secret qui hante leur famille depuis une décennie. Ouais, ok. Alors, Pourquoi pas ? On est avec Céline Salette, qu'on a pu voir dans Vernon de Subutex, avec Pablo Cobo, qui était là dans Tropique ou dans Stalk. On est dans une production française, dans l'univers des gitans. Moi, je trouve que le pitch, on dirait un petit peu Son of Anarchy, mais au lieu des bikers, c'est dans une autre communauté. À voir ce que ça nous réserve. C'est 7 épisodes. Moi, je trouve que ce cadre peut donner des super ambiances de polar. Toujours sur Max.
et toujours aujourd'hui. J'ai une question pour toi. Oui. Est-ce qu'avec le retour des beaux jours, est-ce que tu n'es pas un petit peu nostalgique d'un petit bain de mer ? Si, bien sûr. Mais alors, il m'arrive des événements en ce moment qui me qui me prennent tellement de place dans ma tête que j'ai pas encore eu la. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. D'habitude, quand les beaux jours arrivent, j'ai un petit peu envie d'aller à la plage. Oui. Moi, je te propose, si tu t'imagines dans l'eau en train de barboter, de ne pas trop prendre tes aises, parce qu'on va imaginer maintenant une vague de 30 mètres de haut qui arrive. Ah oui. Ouais. Pas cool. Mais c'est pas ce que tu crois, parce que là, on va parler d'une série documentaire disponible sur Max qui s'appelle La vague de 30 mètres, et c'est une série, c'est la saison 3, et on n'est pas sur des raz-de-marée. On est sur quelque chose de très assumé. Une série documentaire HBO sur le surf extrême, figure-toi. Où on va suivre, encore une fois, le surfeur légendaire Gareth McNamara, pionnier du surf de grosses vagues. Et si les premières saisons étaient plutôt vers Nazaré au Portugal, cette fois, on va aller un petit peu partout dans le monde, puisqu'on va aller à Cortes Bank dans l'océan Pacifique, on va aller à Safi au Maroc ou à Oahu à Hawaï. Donc voilà, et c'est un documentaire qui prend en compte la performance, la prouesse technique d'arriver à surfer ces vagues de 30 mètres où si tu tombes, t'es mort. Mais en plus de tout ce que ça représente de risques et de négociations entre le surfeur ou la surfeuse et son conjoint, sa conjointe, entre le stress des proches, comment est-ce qu'on se prépare physiquement à tout ça. Enfin, voilà, il y a tout ce genre de trucs. C'est disponible sur Max et je trouve qu'on n'en parlait pas assez peut-être du sport extrême. Non, t'as raison, mais moi, j'avais un cliché avant de t'en entendre parler sur les surfeurs qui était que c'était des gens hyper proches de la nature et tout ça. Mais ils n'hésitent pas à prendre des avions à travers le monde pour aller... voilà. Hein. La nature, oui, c'est sympa, mais bon. Mais dans l'eau. Voilà. Sinon, en vrac, on a quoi ? On a un nouvel épisode de la série sur les archives de la guerre, Turning Point, avec un focus sur le Vietnam, disponible sur Netflix le 30 avril. Le 2 mai, on a la saison 2 de Furtive. Rappelle-toi, hein, c'est cette série où on a une femme de ménage qui passe un petit peu de manière transparente et qui est témoin de pas mal de drames et au cœur d'une conspiration. C'est toujours sur Netflix. Et si tu aimes le sport, il n'y a pas que le surf cette semaine, puisqu'on peut retrouver toujours sur Max du tennis avec les Masters de Madrid, de l'athlétisme avec le Grand Slam du 2 au 4 mai, et en cyclisme, juste tout simplement la Vuelta, le Tour d'Espagne, mais du côté féminin. Mais de toute façon, je me disais, il n'y a pas Roland Garros qui va arriver à un moment ? Ça arrive très vite. Vite. Et ce sera tout aujourd'hui pour les sorties. C'est d'ailleurs là-dessus que s'achève notre émission. C'était donc Original saison 1, épisode 25. Déjà 25 épisodes au compteur. On remercie notre partenaire, bien sûr, Cinématiseur, pour sa confiance et son soutien, ainsi que Magic Andou à la production. Ouais, merci tout le monde. En tout cas, on a bien fait d'enregistrer 2 émissions la dernière fois. Hein. Finalement, ça a été très salutaire, ce truc-là. Alors, vous le savez peut-être pas, hein, mais l'équipe Originals fête un nouvel événement, un événement majeur dans la vie de l'un de nous deux, et c'est plutôt dans le tien, Gauthier. Ouais, je devais partir en vacances, et puis finalement, j'ai eu mon deuxième petit enfant qui est arrivé un petit peu plus tôt que prévu, donc on a très bien fait. Voilà, on célèbre ça, on trinquera à sa santé. Et on tient le rythme. Ouais, on va essayer. Pour l'instant, ça tient, on verra jusqu'où. Ouais. On se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé. Ouais, merci d'être là, salut.